Il est 22 heures, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux faits. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a pris d'aujourd'hui un atelier d'élaboration de la stratégie nationale du handicap au Palais du Peuple. Et les pays doivent s'entendre sur des ambitions climatiques revues à la hausse durant la COP25 qui s'est tenue aujourd'hui à Madrid. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui lundi un message de condoléances au roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, suite au décès survenu aujourd'hui de son frère, le prince Moutaib bin Abdelaziz Al Saoud, ancien ministre et membre actuel de l'organe d'allégeance royale. Dans son message, le président de la République a fait part de sa tristesse et vive émotion et exprimé sa solidarité et compassion au roi saoudien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur saoudienne tout entière dans l'épreuve difficile du décès de l'éminent membre de la famille dirigeante saoudienne, a écrit le président Guelleh. Avec la disparition du prince Moutaib, le royaume frère saoudien et la région arabe perd un dirigeant expérimenté et sage, a-t-il poursuivi avant d'implorer Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Âgé de 88 ans, feu le prince Moutaib bin Abdelaziz Al Saoud a durant sa carrière professionnel occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Il rendit aujourd'hui son dernier souffle alors qu'il appartenait à l'organe d'allégeance royale, le comité chargé de désigner les membres de la succession au trône saoudien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier du processus de diagnostic-planification de la stratégie nationale du handicap. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali, ainsi que des représentants des organismes du système des Nations Unies et du corps diplomatique ont pris part à cet atelier. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le Premier ministre a souligné l'importance particulière portée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, aux personnes souffrant d'un handicap. En effet, en janvier 2010, la République de Djibouti a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 au siège de l'ONU. L'ANPH sera créée donc en 2018 et directement rattachée à la présidence. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé dans le même discours que la stratégie nationale du handicap s'inscrit naturellement dans la récente stratégie nationale de protection sociale adoptée par le gouvernement et qu'elle se veut comme un instrument mettant en œuvre la CDPH au niveau national, toujours dans cette optique de renforcement de la protection des droits de toutes les personnes souffrant d'une quelconque infirmité. Le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud est également intervenu à la tribune de cet atelier. Il s'est félicité donc de l'organisation de cet atelier qui est important, donc a-t-il dit à plus d'un titre. Il a également remercié dans son intervention tous les partenaires techniques et nationaux et internationaux pour l'insertion et l'intégration des personnes handicapées dans le développement socio-économique du pays. Enfin, dans son discours, le Premier ministre a encouragé l'intégration de la dimension handicap sectorielle et promu de veiller à ce que toutes ces actions soient menées dans la meilleure coordination. On l'écoute. Mesdames et messieurs, nous savons tous la priorité que le chef de l'État en personne accorde à l'inclusion du handicap, comme l'atteste la création de l'ANPH, dédiée à la protection des droits des personnes handicapées et son rattachement direct à la présidence de la République. La plupart de ces discours à l'endroit de la nation mentionnent fréquemment la question du handicap. Ces discours à la nation arrivent jusqu'aux handicapés auditifs par le truchement du langage des signes. Avec notre président, le handicap quitte progressivement les marges de la société et devient objet des réflexions et des décisions dans les plus hautes sphères de l'État. La forte volonté du gouvernement n'est plus à démontrer. L'atelier qui sera sous peu lancé en est une parfaite illustration. La stratégie nationale du handicap s'inscrit forcément dans le contexte national de l'adoption récente par notre gouvernement de la stratégie nationale de protection sociale qui fait ressortir la dimension handicap comme une priorité.
il était temps de prendre à bras le corps cette question du handicap. Après plus de 2 décennies d'intervention sur le handicap à travers les mouvements associatifs et des ONG, le gouvernement est décidé d'investir davantage sur la question des personnes à besoins spéciaux et favoriser l'émergence d'une société djiboutienne plus qu'équitable dans laquelle la différence sera plus une valeur qu'un tabou. En effet, lorsque nous garantissons les droits des personnes en situation de handicap, nous nous rapprochons des valeurs et des principes de l'islam et de notre tradition. Mesdames et messieurs, depuis la création de l'Agence nationale des personnes handicapées, s'est activement positionné pour donner une visibilité accrue des besoins des personnes handicapées. La stratégie nationale du handicap en cours d'élaboration va sûrement mettre en exergue un cadre de responsabilité assorti d'indicateurs communs à tous les départements agissant en transversalité pour atteindre un progrès durable et une transformation dans la prise en charge du handicap dans toute sa diversité. Elle doit servir de socle pour le renforcement de nos liens avec les personnes en situation de handicap pour veiller à ce qu'elles soient valorisées et respectées dans leur dignité, leurs droits et leur point de vue. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a convoqué aujourd'hui l'ensemble des parlementaires pour une réunion d'information et d'évaluation de l'efficacité du plan Orsec déclenché suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire national ces dernières semaines. L'objectif consistait en premier lieu à dresser donc un état des lieux de la situation. Il était question ensuite de mettre en exergue les difficultés rencontrées sur le terrain par l'ensemble des acteurs intervenant dans la gestion de cette catastrophe. Il s'agit entre autres du gouvernement, de la société civile et de toutes les entités ayant donné main forte à une population en détresse. Lors de cette réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence de l'Assemblée nationale, le président Hamed a souligné la nécessité pour les représentants de la nation de s'impliquer davantage dans la supervision et la gestion de cette calamité. Il a en outre demandé à ses collègues d'exiger des comptes au gouvernement conformément à leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Plus généralement, les parlementaires se sont engagés à apporter un soutien moral et matériel aux populations sinistrées. Depuis le lancement officiel du plan Orsec, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a pris immédiatement les dispositions nécessaires pour transmettre les consignes au commandement des gardes-côtes sous l'impulsion du colonel Waïs Omar Bourré pour activer le plan d'urgence des secours et des soutiens des compatriotes touchés par les dernières inondations. Dès son retour au pays, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a effectué une visite pour superviser le déroulement des opérations de réhabilitation et de nettoyage des gardes-côtes dans les quartiers de la zone 6, notamment à la cité Al-Hiba, Makka Mukarrama et Ouadajir, et les lieux publics qui s'y trouvent tels que les écoles et les hôpitaux. Le ministre a pu apprécier le travail et l'évolution des travaux réalisés par les gardes-côtes depuis l'activation du plan d'urgence pour le soutien et l'assistance des concitoyens victimes des pluies diluviennes. Le ministre a également transmis au commandant des gardes-côtes les dernières recommandations pour finaliser les activités de secours et d'assistance au profit des populations les plus touchées par les dernières intempéries. C'était ce matin des assises portant sur l'accélération du commerce intra-africain dans la Corne de l'Afrique et le rôle que doivent jouer les chambres de commerce et de l'industrie se sont ouvertes donc au Djibouti Palace Kempinski. Ces assises organisées en étroite collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique ont porté sur l'accélération de la réalisation de l'accord de libre-échange continental africaine, la ZLECA, ainsi que sur l'état de préparation du monde des affaires sur cette partie du continent. Faire du secteur privé un levier au niveau national et régional, mais aussi l'associer au processus de négociation des instruments de l'accord de libre-échange afin de garantir la prise en compte des intérêts du secteur privé régional. Cette rencontre a réuni les différents présidents des chambres de commerce de la région, notamment de Djibouti, de l'Éthiopie, du Sud-Soudan et de la Somalie. Et après les discours officiels, des thématiques portant sur le commerce comme moteur de la paix et de la sécurité ont été au centre des discussions.
Et durant cette rencontre, Mme Barbara Menzi, représentante du système des Nations Unies à Djibouti, a pris la parole et a rendu un hommage aux personnes qui ont perdu leur vie durant les fortes pluies qui ont frappé Djibouti donc, ces dernières semaines. Plus loin, elle a souligné que le commerce transfrontalier doit jouer un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de transformation structurelle et de réduction de la pauvreté figurant dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et pour sa part, M. Melakou Desta, conseiller principal de la région à la Commission économique pour l'Afrique, a quant à lui déclaré qu'en l'absence d'opportunités économiques suffisantes dans le secteur formel, le commerce joue un rôle crucial dans la génération de revenus, la création d'emplois et la sécurité alimentaire, notamment pour les populations les plus vulnérables du continent, comme par exemple pour les femmes et les jeunes qui constituent généralement la majorité des commerçants transfrontaliers informels. Et enfin, M. Parfait Onanga Anyanga, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, a précisé que la destruction des frontières conçues à l'époque du colonialisme permettra des échanges fructueux et sera une aubaine pour le commerce intra-africain dans le cadre d'une meilleure intégration économique régionale. Et clôturons la série des interventions. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, a rappelé que l'accord de libre-échange continental africain est une initiative visant à supprimer les tarifs douaniers entre les pays africains, à compléter par des efforts visant à réduire les restrictions non tarifaires et à promouvoir la libre circulation des personnes, à mettre également en place un marché unique de l'aviation africaine. On l'écoute. Comme vous le savez, nos institutions doivent être les moteurs pour optimiser ces processus et œuvrer pour le développement du commerce intra-africain à travers ces marchés communs. Ainsi, notre rôle institutionnel de porte-voix du secteur privé pour la mise en place de ce marché d'être renforcé, soutenu et nécessite un échéancier organisationnel. C'est pourquoi notre rencontre d'aujourd'hui est primordiale afin de convenir d'une feuille de route pour le secteur privé de notre région, afin de nous préparer en termes d'opportunités, mais aussi de défis. En effet, la zone de libre-échange continentale africaine est un marché de plus de 1,2 milliard de personnes, représentant un PIB total de plus de 2,5 milliards de dollars. Face à cet état de fait, nous devons faire preuve d'une meilleure appréciation des enjeux de ces marchés. Et dans le cadre de ces programmes auxquels nous souhaiterions développer en concertation avec le système des Nations Unies et en particulier avec les représentants ici présents, lors de notre dernière discussion avec le président Thabo Mbeki, nous nous sommes convenus à ce que nous puissions avoir une réunion de concertation. C'est une première. Je remercie les intervenants ici présents, particulièrement M. Parfait, un ami, je dirais qu'il n'a pas aussi hésité sur les efforts et sur les opportunités à donner en partenariat avec le secteur privé. Je remercie particulièrement Mme Barbara Menzi, qui est très active à Djibouti depuis qu'elle est représentante du système des Nations Unies. Également dans l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est déplacé aujourd'hui à bord de l'hélicoptère Dauphin à l'école militaire président Hassan Goulet de Hol-Hol pour effectuer une visite d'inspection inopinée afin de s'acquérir de la situation réelle. En effet, l'école militaire de Hol-Hol est réputée pour la formation des cadres des forces armées djiboutiennes. À l'heure actuelle, 4 formations sont en cours, à savoir une formation aide-monitrice, une formation militaire élémentaire, une formation militaire de premier degré, exclusivement au profit des personnels féminins des armées et une formation de base ou FETA pour les jeunes recrues. Cette formation englobe un effectif de 300 militaires, hommes et femmes confondus. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad, commandant l'école militaire, et après les salutations d'usage, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et sa délégation se sont installés dans la salle de réunion où le lieutenant-colonel a effectué un bref résumé des formations en cours sur fond de présentation. Le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad, commandant
commandant l'école militaire, a souligné durant cette présentation la particularité de ces 4 formations qui résident dans l'ajout de nouvelles disciplines comprenant la nouvelle méthode de tir au combat, le secourisme au combat, des cours de perfectionnement de la langue française et l'instruction contre les explosifs indispensables dans la lutte contre les poses de mines par l'ennemi, particulièrement en Somalie où Djibouti est engagé dans le processus de pacification par le déploiement de 2000 soldats qui opèrent sous la bannière de l'AMISOM. Au terme de son exposé, le chef d'état-major a tenu à rencontrer les officiers cadres du commandant de l'école militaire qui s'investissent jour et nuit pour inculquer et former les futurs cadres des forces armées djiboutiennes. Et après son envol vers la capitale, le général a inspecté les lieux de vie des stagiaires, à savoir les chambres et les alentours. Les conditions de vie et l'hygiène de vie sont aussi importantes que la formation et impactent considérablement sur le rendement du soldat. C'est pour cela qu'il est primordial d'accorder une attention particulière car elle représente la clé du succès. Fier de la prestation, le général Zakaria a exhorté le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad à continuer dans cette voie et s'investir davantage dans ce métier noble qu'est la formation militaire. Santé à présent, le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a organisé un atelier sur l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2020-2024 qui s'est tenu au Kempinski. En effet, le lancement de cet atelier de 5 jours s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, du représentant de l'OMS à Djibouti, de la directrice du département des maladies prioritaires et du directeur de l'INSPD par intérim. Animé par des participants pluridisciplinaire, cet atelier avait pour objectif de formuler un nouveau plan stratégique quinquennal au niveau national axé sur la lutte contre le paludisme à Djibouti. Il s'agit également d'élaborer un document de référence qui va permettre au département de la santé de guider sa stratégie de lutte préventive et curative contre le paludisme pour la période 2020-2024. Je suis très très fier de chacun d'entre vous parce que c'est grâce au travail qui a été fait par chacun d'entre nous dans cette salle qu'on a pu réduire et contrôler cette épidémie. On est parti d'environ 2500 cas par semaine en mai et en juin à environ une dizaine les semaines qui se sont passées. On est arrivé même à un certain moment à 2 cas par semaine. Et ça, c'est une réussite qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le concours de tout un chacun. Et quand je dis concours de tout un chacun, je n'exclus personne dans cette salle. Je crois que tout le monde a fait beaucoup pour cette réponse. Dans cette même salle, quand on préparait le plan de riposte, c'était comme une ruche d'abeilles où il y avait tout le monde qui travaillait selon les plans sectoriels. On parlait de la prévention, de la gestion des cas, on parlait de la mobilisation sociale, on parlait de tous les éléments primordiaux pour la réponse à une épidémie de paludisme. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué l'importance d'un plan stratégique renouvelé qui servira de document de référence pour la lutte contre le paludisme pour les 5 prochaines années. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir répondu à notre invitation pour participer à l'élaboration du plan national de lutte contre le paludisme pour la période de 5 ans 2020-2024. Le rôle essentiel de la lutte contre le paludisme, comme vous le savez et que vous allez faire au cours de cet exercice qui va durer 15 jours d'une importance particulière, notamment par l'élimination de cette maladie dans les prochaines années. Il s'agira donc de la prévention, de la prise en charge, de la lutte antivectorielle dans toutes ses envergures et les stratégies également de soutien à l'éducation de la population pour le changement de comportement. Là, vous allez aussi mener, et je pense que vous allez discuter au cours de cet atelier, la lutte contre le paludisme intersectoriel, parce que là, cela dépend aussi de l'environnement et également de ce que nous allons faire avec les autres départements concernés.
La revue de programme national de lutte contre le paludisme a été conduite l'année dernière et a permis d'évaluer la performance des programmes pour initier justement la révision de stratégie nationale de lutte contre le paludisme en l'alignant sur le profil épidémiologique actuel et en ligne de mire toujours d'avoir l'élimination de cette maladie. Autre actualité de ce 22h, dans le cadre de l'amélioration des systèmes d'apprentissage du projet transformateur, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental abrite depuis hier une série de formations destinées aux cadres et aux chefs d'établissement. Et c'est hier donc, sous l'égide du secrétariat exécutif du Comité supérieur de l'éducation, que s'est ouvert un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la Banque mondiale. En présence de la secrétaire exécutive et de l'inspectrice générale, la séance de travail a été ouverte par la directrice générale de ce centre de formation qui a souhaité la bienvenue à tous, puis ce fut au tour de la secrétaire exécutive de prendre la parole pour insister sur les apports de cet instrument et sur la nécessité d'instaurer une culture de l'évaluation comme outil d'information et d'amélioration des apprentissages. Animé par deux experts spécialistes en évaluation des apprentissages, l'objectif était d'élaborer toute la documentation préparatoire pour les évaluations nationales indépendantes programmées, ceci en concertation avec les CP des différentes circonscriptions et régions du pays, les formateurs du centre, les concepteurs du CRIPEN, les cadres du service de l'évaluation des apprentissages et ceux de la DEC. Les évaluations nationales indépendantes ont pour finalité de poser les jalons du suivi des apprentissages, de l'appui aux écoles, aux enseignants et à leur formation et enfin aux élèves pour améliorer leur performance. Dans la quête de qualité, mais plus largement aussi dans la mise en œuvre du projet transformateur initié par le ministère de l'Éducation nationale. Un premier atelier porte sur l'évaluation, thématique hautement importante, qui va nous permettre de mesurer les performances de nos enseignants, les performances de nos élèves, et surtout va permettre aux acteurs qui interviennent dans les classes. Un autre atelier a vu le jour également, c'est un atelier qui porte sur la problématique du décrochage scolaire. Lequel décrochage scolaire, le ministère a beaucoup travaillé sur l'accès à l'école. Ces dernières années, la nouvelle priorité, c'est la qualité des apprentissages. L'atelier a pour thématique la réflexion au niveau de cette problématique et les échanges vont permettre, là aussi, de faire émerger. Un troisième atelier s'est ouvert également et qui porte sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, de travailler sur la formation initiale et continue en direction de ce public-là. L'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré hier la journée de la Constitution de l'Inde au Sheraton Hotel. La cérémonie a rassemblé l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, des entrepreneurs indiens, le parlementaire et président du groupe d'amitié Djibouti-Inde et le président du conseil de l'ordre du barreau de Djibouti. Les invités ont rendu un hommage au docteur Bhim Rao Ambedkar qui a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la Constitution indienne qui est la Constitution la plus longue du monde. Il a salué donc comme le principal architecte de la Constitution indienne. Rappelons que le 26 novembre de chaque année, l'Inde commémore l'adoption de la Constitution indienne. Ce jour-là, en 1949, l'Assemblée constituante de l'Inde a adopté la Constitution indienne qui est entrée en vigueur le 26 janvier 1950. Les invités ont pu suivre durant cette célébration un documentaire sur le processus de développement et les particularités essentielles de la Constitution de l'Inde. Et dans son intervention, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, a déclaré que la Constitution est le fondement même de la gouvernance du pays. La Constitution présente, a-t-il dit, des caractéristiques importantes telles que la structure fédérale de gouvernance, la séparation des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements étatiques, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et leurs domaines respectifs de gouvernance. Il a également indiqué que l'ambassade de l'Inde à Djibouti est désormais pleinement opérationnelle, y compris la prestation des services consulaires.
Fait divers, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants initiée par le commandement de la gendarmerie à l'échelle nationale, les unités opérationnelles de l'institution ont uni leurs forces pour mettre un terme donc, à un fléau. Dans la soirée du 30 novembre dernier, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 ont exploité des renseignements selon lesquels des produits de stupéfiants seraient en vente dans des habitations au quartier 7 bis et que les consommateurs auraient considérablement augmenté dans ce secteur. Et après une mission d'observation, les gendarmes ont procédé à l'opération dans ces deux maisons ciblées. Les gendarmes ont interpellé 2 personnes notoirement connues pour la vente des produits de stupéfiants. Les perquisitions effectuées ont permis la saisie de 3,6 kg de cannabis emballé et prêt à être vendu. Immédiatement, les 2 personnes ont été placées en garde à vue pour trafic illicite de stupéfiants dans un quartier populaire et toutes les personnes impliquées seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de la gendarmerie rassure la population que désormais le fléau de la drogue dans notre pays est combattu à sa juste valeur, tant dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, des milliers de criquets pèlerins ont envahi donc la région d'Ali Sabié, une grave menace pour les zones de production agricole de la région. Les criquets ont provoqué des dégâts majeurs sur les cultures, notamment à Assamo. Selon la FAO, la saison estivale de reproduction des criquets pèlerins, amplifiée par de fortes pluies, pourrait présenter une grave menace pour les zones de production agricole au Yémen, au Soudan, en Érythrée et dans certaines parties de l'Éthiopie et au nord de la Somalie, a averti donc la FAO dans un article publié le 25 juillet dernier. Le criquet pèlerin a été signalé à divers endroits dans la région d'Ali Sabié, notamment à Assamo, Faradil et Doudou Balalé. Le criquet pèlerin est une espèce envahissante très connue et redoutée pour les dégâts agricoles qu'elle peut causer à grande échelle. Cette espèce est particulièrement surveillée afin de prévenir les risques de pullulation et d'invasion. Les changements climatiques pourraient modifier l'aire de répartition du criquet pèlerin et constituer une nouvelle menace pour l'agriculture selon une étude publiée dans la revue Global par des chercheurs du CIRAD et de l'INRA. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Nous allons parler climat. Dans un premier temps, ouverture de la COP25 à Madrid. La suite dans ce commentaire. S'ouvre ce lundi à Madrid et cette année, si certains petits États font figure de bons élèves, le plus gros pollueur reste à la traîne dans leurs ambitions. Les pays doivent s'entendre sur des ambitions climatiques revues à la hausse. En septembre, 68 pays se sont engagés à New York à réduire encore plus leurs émissions de gaz. Mais si ces petits États ne représentent que 8% des émissions mondiales, il s'agit entre autres du Mali, du Togo, des îles Marshall. En face, les pays du G20 qui n'ont pas pris de tels engagements sont responsables de 80% des émissions. Les ONG estiment que les pays en développement ont besoin de 300 à 700 milliards de dollars d'ici 2030. Et enfin, sport, pour clore cette édition, nous allons parler de football, notamment Messi, Cristiano Ronaldo, Van Dijk, 3 hommes très en vue pour un ballon d'or ce soir. C'est donc vers 21h GMT, soit minuit à Djibouti, à Paris, que sera décerné le ballon d'or 2019, récompensant le meilleur footballeur de l'année évoluant en Europe. L'Argentin Lionel Messi évoluant en Barcelone et le Portugais Cristiano Ronaldo Juventus sont les principaux favoris pour un 6e ballon d'or chacun à la succession ouverte du Croate Luka Modric qui avait mis fin à l'hégémonie des 2 extraterrestres l'an dernier. Et comme pour le trophée du footballeur UEFA de l'année, le néerlandais Virgil van Dijk de Liverpool, un défenseur, pourrait cependant leur voler la vedette. D'autres trophées seront également décernés ce soir chez les dames où la norvégienne Ada Egerberg avait remporté la première édition l'an dernier. Elle est encore candidate mais aura fort à faire pour contrer l'américaine Megan Rapinoe, victorieuse de la Coupe du Monde avec les États-Unis. Un trophée Yashin sera également décerné pour la première fois au meilleur gardien. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.